Je vous remercie donc d'être présent aujourd'hui pour le dernier événement des Rendez-vous de l'écho. Vous savez, ce cycle de conférences ou de débats qu'on organise 3 à 4 fois dans l'année. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christian Depertuis et Patrice Burger qui vont nous parler ou débattre autour de différentes questions concernant la neutralité climatique. Donc c'est la dernière représentation, on va dire en quelque sorte, des Rendez-vous de l'écho pour cette année. Et la prochaine aura lieu au mois de début octobre. Et le programme sera annoncé à l'avance. Je vais laisser Boris, que je remercie pour son implication dans le cadre de l'organisation de ce débat, de cette table ronde. Et je vais laisser donc la parole à Boris. Merci beaucoup Edmond et merci à nos deux intervenants, Christian Depertuis et Patrice Burger. Alors c'est avec beaucoup de plaisir qu'on réaccueille cette année Christian Depertuis. Alors ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient, mais il était notamment là l'an dernier pour nous parler de transition énergétique. Et donc Christian Depertuis est professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Il a fondé la chaire économie du climat où j'ai eu le plaisir de le côtoyer pendant une dizaine d'années dans le cadre de la chaire. Et il vient aujourd'hui nous parler de son dernier ouvrage, Carbone fossile, carbone vivant, vers une nouvelle économie du carbone, qui a été publié en septembre dernier, si je ne me trompe pas, chez Gallimard, qui est évidemment un ouvrage essentiel, qui est l'aboutissement de la pensée de Christian. Donc il va au bout de ce qu'il nous avait expliqué l'an dernier sur la transition énergétique. Il va en parler un petit peu rapidement aujourd'hui, mais il va surtout nous montrer l'intérêt d'aller au bout de cette transition bas carbone en intégrant notamment le cycle du carbone vivant, qui peut, selon comment on l'utilise, être un vecteur d'accélération de la transition, ou au contraire un vecteur d'accélération du changement climatique. Et donc Christian, il a par cette connaissance du secteur agricole, puisqu'il a commencé à travailler, mais il vous en parlera peut-être, au début de sa carrière dans les enjeux plutôt agricoles de l'économie, cette connaissance un peu des liens sur l'exploitation agricole, des émissions liées à l'agriculture. D'ailleurs, sa première thèse portait sur l'agriculture. Donc c'est un secteur qu'il connaît bien et ça lui permet de compléter sa vision des deux jambes finalement de cette neutralité bas carbone. Donc il y a à Christian une vingtaine de minutes pour, ce qui n'est pas évident, mais ce qui est le délai qu'on accorde aux thésards quand ils soutiennent leur thèse, donc pour présenter son ouvrage. Et ensuite, on écoutera Patrice Burger, qui est président du conseil d'administration de l'association CARI, donc une association montpelliéraine qui développe des projets agroécologiques, non pas d'agrivoltaïsme, ça peut être d'agrivoltaïsme, mais pas que, d'agroécologique dans les pays du Sud. Et donc il pourra nous apporter cette vision un peu du rôle des ONG, notamment dans les pays du Sud, et comment ils se positionnent dans cette transition qui les concerne évidemment au premier rang. Et puis ensuite, on aura un troisième temps d'échange où on pourra prendre des questions de la salle et avoir un débat avec nos deux intervenants, Christian et Patrice, que je remercie encore. Et je rappelle le livre de Christian chez Gallimard qui doit être disponible à Soramps à Montpellier. Merci à tous les deux. Christian, je te passe la parole. Bien, merci beaucoup Boris. Toujours un grand plaisir de descendre à Montpellier. Alors, il me donne le temps d'un doctorant, mais en fait c'est une sorte de revanche de sa part, puisque je vous signale que Boris a fait sa thèse sous ma direction il y a maintenant quelques années. Voilà. Bon, alors je vais commencer, puisque c'est des printemps de l'économie, par vous rappeler très brièvement comment j'en suis venu à penser que l'économie que j'ai apprise et enseignée à l'université doit être assez fondamentalement révisée en fonction des contraintes générales que sont le climat, puis derrière le climat, la biodiversité. L'économie que j'ai apprise et un peu enseignée, c'est que l'objectif, c'était l'abondance. L'abondance des biens qu'on produit, des biens matériels. Le rôle de l'économiste, c'était d'aider les décideurs à repousser les barrières de la rareté. Et tout un volet de l'économie porte sur les risques de rareté des matières premières, de l'énergie, etc. Et l'équité, lorsque les économistes s'intéressaient à l'équité, ce qui n'était pas vrai de tous les courants de pensée, c'était en gros de trouver des règles justes pour répartir l'abondance. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? L'objectif en matière d'économie, c'est plus l'abondance, c'est la résilience.
c'est la résilience par rapport aux impacts qui se multiplient du réchauffement climatique, de l'affaiblissement de la biodiversité, mais il y a des tas d'autres volets de la vie économique quotidienne où on voit que la question de la résilience est majeure. Bon, quand il y a une épidémie de Covid, par exemple, et pas uniquement, vous voyez qu'aujourd'hui, les préoccupations premières de beaucoup d'industriels, c'est effectivement sécuriser les chaînes d'approvisionnement, des choses comme ça. Donc je pense que effectivement, de plus en plus, le débat sur croissance, décroissance va se transformer sur la vraie question, c'est celle de la résilience. La rareté. Ben, mon job d'économiste du climat, c'est de voir comment est-ce qu'on peut introduire de la rareté. Parce qu'il y a trop de pétrole, il y a trop de gaz, il y a trop de charbon. Et donc la crise climatique, elle provient d'une trop grande disponibilité des matières premières. Donc il va falloir introduire de la rareté d'un certain nombre de biens matériels ou même de services qui sont liés à l'usage des énergies fossiles. Mais en même temps, il va falloir réintroduire de l'abondance. Pas de l'abondance sur les biens matériels, mais de l'abondance sur le vivant. D'où le titre de mon ouvrage, Carbone fossile, carbone vivant. Et l'équité, est-ce que ça va consister à répartir de façon juste une abondance promise à laquelle on ne croit plus? Non. Mon problème numéro 1 d'économiste du climat, c'est comment je peux aider les décideurs à répartir de façon juste la rareté. Et vous voyez que derrière les questions qu'on traite de façon un peu rapide sur la sobriété énergétique ou la sobriété alimentaire, c'est des questions d'équité. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire la sobriété énergétique? Parce qu'on n'est pas capable de trouver des règles équitables pour mettre de la rareté dans un monde où vous avez, en France à peu près, 12 millions de précaires énergétiques et dans un monde où plus d'1 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'électricité. Donc voilà un peu, si vous voulez, le schéma global sur lequel maintenant j'essaye de pratiquer et d'enseigner mon métier d'économiste. Ça fait une différence énorme par rapport à ce qu'on a appris. Alors moi, je ne suis pas très théoricien, mais je vois bien que ça remet quand même en cause pas mal de présupposés de l'économie classique, sans du tout rentrer dans un espèce de débat trop facile et trop binaire entre croissance, décroissance ou des choses comme ça. Bon. Alors, maintenant, on va un peu parler quand même carbone fossile, carbone vivant, en partant de l'idée de neutralité. Mais là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, du moins pour ceux qui étaient là l'année dernière, puisque je crois que c'était en partie le sujet de la présentation de l'année dernière. Vous savez tous que le GIEC fait des rapports sur le climat et que les objectifs climatiques sont de plus en plus définis en termes de neutralité climat. Bon, en 2 mots, et pour juste rappeler l'essentiel sans rentrer dans le détail, sinon je crains fort de dépasser mon quota des 20 minutes ou de ne pas terminer, ce qui serait encore plus embêtant. La neutralité climat, au sens du GIEC, c'est un sens très précis qui n'est pas du tout la neutralité carbone que je peux me payer en achetant quelques crédits de compensation. C'est la situation dans laquelle on a stabilisé le stock global de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Ce qui réchauffe la planète, ce n'est pas le flux annuel de nos émissions, c'est l'augmentation du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La neutralité climat, c'est la stabilisation de ce stock qui permet, avec un tout petit délai, de stabiliser le réchauffement. Tant que le stock augmente, le réchauffement se poursuit. Bon. Ça, c'est ce que nous disent nos amis climatologues, ce que nous répète le 6e rapport du GIEC, en regardant l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos sociétés? Pour parvenir à la neutralité climat, il va falloir opérer 2 énormes transformations. La première transformation, carbone fossile, c'est la profonde transformation du système énergétique
qui, je ne rentre pas dans les détails, fonctionne aujourd'hui à un peu moins de 80% à partir de l'usage de 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Il n'y a pas de voie possible vers la neutralité climat sans une profonde réorganisation de nos systèmes énergétiques. Et comme l'énergie, elle est dans toutes nos activités, eh bien évidemment, ça veut dire qu'il va falloir transformer beaucoup de choses dans l'économie pour parvenir à cette réduction massive des émissions liées au carbone fossile. Je dis 2 mots sur ce volet de cette transition, puisque Boris et ses autorités m'ont demandé de plutôt parler du carbone vivant. Sur cette transition carbone fossile, il y a un point qui me semble important et qui est souvent pas bien appréhendé dans le débat public et parfois mal appréhendé par mes collègues économistes. Ce qui fait baisser les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas de rajouter des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, toutes sortes de choses, de l'hydrogène vert, etc. C'est de réduire les actifs économiques liés à la production et à la consommation d'énergie fossile. Autrement dit, sous l'angle économique, c'est le désinvestissement des énergies fossiles qui est la condition de réussite de cette première transition, la transition énergétique. Et ça change beaucoup de choses pour l'économie. Parce que si il faut désinvestir, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, hein, me prenez pas pour quelqu'un qui veut revenir au temps des chandelles, hein, comme on dit. Non, mais si on veut mener cette transition, il faut désinvestir. Et donc, ça veut dire que le volet investissement de la transition énergétique ne va pas créer de surcroît de capacité, ne va pas créer de surcroît de croissance. Voyez-vous. Et donc, c'est une situation que les économistes connaissent mal. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il faut changer de logiciel. Depuis 1 siècle et demi, les transitions énergétiques sont des transitions qui fonctionnent sur le mode de l'addition. On avait la biomasse en 1850, on a rajouté le charbon, on n'a pas enlevé la biomasse, on a rajouté le pétrole, on n'a pas enlevé le charbon, on a rajouté le gaz, on n'a pas enlevé le pétrole, etc. Bon. Et là, il faut passer à une logique de la soustraction. Et le vrai coût pour l'économie, ce n'est pas le coût d'investissement, c'est le coût du désinvestissement. Et donc, tout le débat, on dit il manque 20 milliards, non, c'est pas ça le vrai coût. Le vrai coût, c'est qu'il faut désinvestir rapidement des actifs économiques. C'est quoi ces actifs économiques ? Des actifs financiers. Je n'ai pas beaucoup de crainte pour le monde de la finance. Moi, j'ai passé pas loin de 10 ans de ma carrière professionnelle à mi-temps à la Caisse des dépôts, donc j'ai un peu fréquenté ce monde-là. Bon, les actifs physiques, là c'est plus compliqué quand on connaît la durée de vie des infrastructures énergétiques, et puis les actifs humains, qui sont évidemment le point le plus important. Alors, il ne faut pas, quand on dit désinvestir, ça veut dire qu'il ne faut probablement pas mettre 10 à 20 ou 30% de la population active au chômage. Ça veut dire qu'il faut reconvertir. Bon, voilà ce que je voulais dire sur l'évolution du métier d'économiste, la neutralité et le système énergétique. Et j'en suis à 10 minutes. Et bien, ça tombe parfaitement bien puisque je comptais effectivement consacrer les 10 minutes restantes au deuxième volet de la transition qui concerne le carbone vivant. Alors, tout de suite, il faut un peu peut-être préciser les termes parce que le carbone vivant, ça ne parle peut-être pas tout de suite à tout le monde. Alors, le carbone vivant, c'est tout simplement celui qui circule grâce au vivant. Hein. Toute notre énergie nous vient de l'énergie solaire et une partie des êtres vivants, pas nous,
Mais les plantes sont capables de transformer cette énergie solaire via la photosynthèse en chaînes carbonées qui vont ensuite constituer la base de toutes les activités de production, d'alimentation, d'un certain nombre de biens intermédiaires, etc. Bon, donc là, on est, vous voyez, toutes ces activités qu'on peut classifier quand on regarde les secteurs d'activité, comme les activités agricoles, les activités de pêche, les activités forestières, les activités de traitement des déchets organiques à la fin. Toutes ces activités, c'est le carbone vivant. Imaginez que nous soyons en 2050, tout à l'heure j'en discutais avec Jacques, bon, moi en 2050, selon toute probabilité, je ne serai plus en état de revenir faire une intervention ici, même si Boris, qui sera quand même encore dans la force de l'âge, m'y invite. Bon, mais imaginons qu'on soit en 2050 et qu'on ait réduit notre addiction aux énergies fossiles. Serions-nous nécessairement en situation de neutralité climat? Tout va dépendre de la façon dont nous aurons traité toutes les activités humaines qui sont dans le cycle du carbone vivant. Puisque aujourd'hui, dans le monde, 70% des émissions mondiales en ordre de grandeur, c'est les rejets de ces trois produits, charbon, pétrole et gaz, transition carbone fossile. Et 25%, alors ça peut évoluer, c'est pas parce que je ne connais pas les chiffres, c'est parce que les chiffres sont eux-mêmes connus avec une marge d'incertitude, mais un quart, ça provient des rejets liés aux activités qui sont sur le carbone vivant. En gros, en ordre de grandeur, la déforestation et les impacts négatifs sur la forêt, c'est à peu près 12%. Les émissions hors utilisation d'énergie fossile par les agriculteurs, c'est-à-dire principalement les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, plus les rejets de CO2 par les usages des sols, c'est à peu près 15%. Et puis vous avez le traitement des déchets organiques en fin de cycle. Et ça fait un bon quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Impossible d'arriver à la neutralité, donc de stabiliser le réchauffement climatique si on ne procède pas à une deuxième grande transformation sur le carbone vivant qu'on va appeler la transition agroclimatique. Je n'ai pas beaucoup de termes parce que souvent moi je l'appelle transition agroclimatique. C'est le parti que j'ai pris dans ce bouquin sur les conseils de mon excellent éditeur Gallimard. Bon, alors en quoi consiste... Alors oui, un petit point. On est toujours dans le domaine de l'énergie. Simplement, on est dans l'énergie primaire, celle qui nous recharge tous les jours, sur laquelle on ne pourrait pas vivre. Donc la décomposition énergie, agriculture, forêt, elle vaut ce qu'elle vaut. En réalité, tout ça, c'est de l'énergie. Pour moi, vous avez de l'énergie avec du carbone fossile d'un côté et du carbone vivant de l'autre. Mais en réalité, tout ça est dans un grand cycle énergétique qui nous dépasse de beaucoup. Parce que tout ça... Bon, voilà. Alors, la transition agroclimatique, elle a trois composantes qu'on va traiter rapidement. Elle a une composante demande, comme pour l'énergie. Si on veut faire la transition énergétique vers un système bas carbone, la transition par la soustraction, il faut forcément modérer la demande d'énergie en faisant de la sobriété équitable. Bon, j'ai quelques méthodes pour le faire, mais ce n'est pas le sujet là. Bon, pareil sur l'alimentation. Les modes de développement alimentaire qui ont tendance à se généraliser avec le développement du monde émergent depuis, en gros, la Deuxième Guerre mondiale, ne sont pas compatibles avec la marche vers la neutralité climat. Parce que nous avons deux catégories. Alors, quand on dit sobriété alimentaire, quand on parle de sobriété alimentaire, évidemment, on pense tous qu'il ne faut pas boire de vin ou d'alcool. Non, je ne vous dis pas que vous êtes obligé de faire 2 grammes de... Mais la sobriété alimentaire, c'est la sobriété des régimes alimentaires qui vont consister à enlever 2 catégories de produits qui sont à très fort impact climatique. 1, les produits ultra transformés. Les produits ultra transformés sont, je
Je vois qu'il a une bouteille de coca qu'il essaye de pousser gentiment vers sa voisine. Non, non, il faut assumer ses actes. Hein, les produits ultra transformés sont des produits à fort impact climatique. C'est comme ça. Et plus on va... Alors pourquoi est-ce qu'ils sont à fort impact climatique? Parce que ils rajoutent un petit peu d'émissions spécifiques au carbone vivant, mais beaucoup d'émissions liées à la transformation, distribution, réfrigération, congélation, etc. Hein. Ils rajoutent beaucoup de carbone fossile. En gros, la FAO estime que sur 3 tonnes d'équivalent CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère, 1 tonne dépend de ce qu'on met dans les assiettes, dans le monde. Donc c'est considérable, hein, ce vol alimentaire. Le deuxième, il me reste plus que 5 minutes, on va terminer ce chapeau de roue, c'est pas grave, parce qu'après Patrice va compléter sur des domaines où il est beaucoup plus compétent que moi. La deuxième catégorie de produits, c'est évidemment les produits issus de l'élevage des ruminants. Et je dis bien les produits issus de l'élevage du ruminant et pas uniquement le beefsteak. Pour une raison très simple, hein, c'est que les ruminants, qu'il s'agisse des bovins, des ovins, des caprins, des buffles au Vietnam, etc., sont tous des usines à fabriquer du méthane. Et donc, si on ne réduit pas la part de ces produits dans les régimes alimentaires, on n'y arrivera pas non plus. Et donc là, il y a un problème très majeur. Comment est-ce que je peux rendre plus sobres les régimes alimentaires tout en accroissant la sécurité alimentaire? Et donc ça renvoie à un problème d'équité et donc d'accès à la nourriture. 2, la transition agroécologique va concerner les méthodes de production agricole. Les méthodes de production agricole que l'on a développées depuis à peu près 70 ans en Europe, un peu plus longtemps aux États-Unis, sont des méthodes qui vont vers, en gros, spécialisation des systèmes de production, chimisation des systèmes de production, mécanisation des systèmes de production et surtout homogénéisation du matériel vivant sélectionné sur la base de la standardisation du matériel vivant et d'une recherche du rendement à court terme. Ces modèles, outre qu'ils émettent des quantités croissantes d'émissions de gaz à effet de serre, soit principalement sous forme de protoxyde d'azote, soit sous forme de rejet de CO2 depuis l'appauvrissement des sols agricoles en matière organique, ne sont pas résilients par rapport aux impacts du réchauffement climatique. Et donc, la transformation des systèmes agricoles doit passer par des politiques qui mixent ce qu'on appelle l'atténuation du réchauffement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, autrement dit la résilience. Et je pense qu'une grande partie des difficultés qu'on a à l'heure actuelle en Europe et en France sur la gestion de la politique, du Green Deal vis-à-vis des agriculteurs, vient de ce qu'on n'a pas du tout intégré le primat de la résilience et de l'adaptation au réchauffement du système climatique pour les systèmes agricoles. Et bonne surprise, car des fois il y a quand même des bonnes surprises, ce qui est embêtant quand on fait des conférences sur l'économie du climat, c'est qu'on n'apporte pas beaucoup de bonnes surprises. Hein. Mais la bonne surprise, c'est que les méthodes d'agroécologie qui donnent de la résilience au système agricole sont aussi les méthodes qui réduisent les émissions nettes de gaz à effet de serre, qu'il s'agisse du protoxyde d'azote ou du méthane d'origine agricole, ou qu'il s'agisse des rejets de CO2 par l'appauvrissement des sols. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Pareil du reste pour les modèles alimentaires. Le premier allié pour la transformation des modèles alimentaires, c'est les autorités sanitaires qui n'arrêtent pas de nous dire qu'on mange trop de produits ultra transformés et trop de graisses saturées animales. Vous voyez, donc il y a une certaine logique, cette logique de la résilience par la santé. Il y a un troisième levier, il me reste 3 minutes. Hein. On va arrondir à 5. Hein. Bon, vous voyez, j'ai déjà gagné un petit peu. Bon, peut-être que vous, ça vous embête, mais non, je ne pense pas quand même. Bon. Alors, le troisième levier, c'est les puits de carbone. Et je dois vous dire que quand j'ai fait le bouquin, parce que quand on fait des bouquins, bon, c'est quand même un peu contraignant de faire des bouquins, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on apprend des trucs.
Et c'est véritablement sur la partie carbone vivant et notamment sur les puits de carbone que j'ai le plus appris en rédigeant ce dernier ouvrage. Les puits de carbone, en gros, lorsqu'on envoie 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, vous en avez à peu près 55 qui sont absorbés par les puits de carbone naturels. 50, j'arrondis, 25 par la biosphère terrestre et 20, ça fait le total? Non, ça ne fait pas le total. 25 par les puits de carbone océaniques et un peu plus par les puits de carbone terrestres. Et là, ça fait bien 55. Voilà. Alors, c'est absolument essentiel de protéger ces puits de carbone pour le climat du futur. C'est absolument essentiel pour une raison très basique. Vous avez dans toute la biosphère terrestre 4 fois plus de carbone que l'équivalent de CO2 dans l'atmosphère. Donc si vous protégez mal le puits de carbone terrestre, vous allez avoir un effet énorme sur le réchauffement. Et l'océan, c'est 47 fois. Donc vous voyez combien cette protection des puits de carbone est absolument majeure. Bon, sur l'océan, on va passer, je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de la loutre de mer, elle est dans le bouquin. En gros, c'est l'angle mort des politiques climatiques. Quand on fait à Dubaï ce qu'on appelle le bilan global, un global stocktake sur l'action climatique, on discute sans intégrer dans les inventaires que chaque pays doit remettre aux Nations Unies ce qui se passe sur l'océan. Lorsque le CITEPA en France fait l'inventaire national des gaz à effet de serre, on intègre bien les échanges de carbone entre la biosphère terrestre et l'atmosphère. On fait comme s'il n'y avait pas d'océan. Or, on sait que la biodiversité marine est le premier facteur qui permet de descendre le carbone qui est absorbé en surface dans les fonds marins, qui se transforment en... Et on sait que l'activité humaine affaiblit la biodiversité marine. Et on sait que le premier facteur d'affaiblissement de la biodiversité marine, c'est la surpêche. C'est la surpêche. Donc vous voyez que là, il y a toute une boucle sur le réchauffement climatique qui n'est pas du tout encore intégré dans les politiques climatiques, et il y a beaucoup de choses à faire. Bon, on en vient maintenant à des choses plus connues. La biosphère terrestre qui absorbe pratiquement entre 25 et 30% du CO2 atmosphérique. Vous avez tous entendu parler des impacts anthropiques sur la biosphère terrestre, c'est la déforestation. La déforestation a été, est et sera multifactorielle, mais on a toujours un facteur dominant dans la déforestation, c'est l'extension des surfaces pour l'agriculture et l'élevage. Et donc si on veut arrêter la déforestation en Amazonie, dans le bassin du Congo, dans l'arc Asie-Pacifique, on ne va pas mettre des gardes-barrières, des gardes forestiers autour de la forêt amazonienne. Il faut transformer les systèmes agricoles sur les fronts de déforestation. Et il faut les transformer de telle sorte qu'on génère des pratiques agricoles rémunératrices pour les agriculteurs et à faible impact climatique. Et ça veut dire qu'il faut faire de l'agroécologie plutôt intensive. Car très souvent, en Europe, on identifie intensif avec destructeur de l'environnement, extensif avec... Non, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le monde réel. La transition agroécologique, ce n'est pas faire de l'extensif, c'est produire différemment avec la diversité du capital naturel. Et c'est un enjeu majeur pour la protection des forêts. Mais, mes amis, on n'a pas encore terminé totalement l'exposé, j'en ai encore pour 2 minutes, je suis désolé, et pas pour des bonnes nouvelles. C'est que les impacts anthropiques sur la biosphère ne sont pas les seuls. Nous avons des rétroactions climatiques qui affaiblissent les puits de carbone naturels. Sur l'océan, c'est un peu compliqué, en plus je n'ai pas tout compris, donc je vais vous parler de la forêt, là j'ai compris. On va prendre l'exemple français, mais c'est pareil dans tous les pays tempérés.
la forêt française augmente en superficie. Elle continue d'augmenter en superficie, principalement, je ne sais pas si je dois dire grâce ou à cause de la déprise agricole. Et pourtant, la quantité de CO2 qu'on absorbe diminue. Enfin, elle ne diminue. Si la quantité de CO2 absorbée diminue, la forêt française ne rejette pas net du carbone, mais elle en absorbe de moins en moins, dans des proportions très importantes. On ne va pas citer les chiffres parce que on va gagner du temps. Il y a 3 facteurs principaux. Récurrence des sécheresses. 2, événements extrêmes. Tempêtes et incendies qu'on peut mettre dans les événements extrêmes. Les incendies, contrairement à ce qu'on dit, les incendies, c'est très visuel, donc souvent, c'est pas ça du tout le plus important sur la quantité. 3, c'est le point le plus important, remontée des invasifs. Le réchauffement climatique provoque un mouvement général de remontée des êtres vivants depuis les tropiques vers les pôles. Dans les êtres vivants, il y en a qui bougent vite, des microbes, des insectes, il y en a qui bougent lentement, des arbres. Et donc les massifs forestiers ne sont pas du tout adaptés à cette remontée des invasifs. Et la principale cause de baisse du puits de carbone en France, c'est effectivement la remontée des invasifs. Donc ça veut dire que pour la protection du puits de carbone, il faut lutter à la fois contre les impacts anthropiques et contre les rétroactions climatiques. Et c'est très important. C'est pareil pour l'agriculture. Comme je disais, il faut intégrer complètement le volet atténuation du volet adaptation. Bon, comme il est temps de terminer, je termine en vous disant que, d'abord, je vous remercie de votre attention, parce que vous êtes effectivement à Dauphine, les amphis sont généralement pas aussi attentifs que vous. En conclusion, vous voyez que on parle énormément de la transition énergétique, pas du tout suffisamment du carbone vivant. Je pense qu'on est engagé dans la transition énergétique, on n'est pas dans le bon rythme, on est dans la bonne direction. Je pense qu'on va se rendre compte, à mesure qu'on va avancer sur la transition carbone fossile, que derrière la question du carbone fossile, la question du carbone vivant est autrement complexe que celle du carbone fossile, tout simplement parce qu'on est sur le vivant. Et lorsque vous interrogez les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, eh bien, on voit bien que ce qui va fonctionner dans un écosystème donné ne sera pas nécessairement réplicable sur un autre système. Et puis on voit bien que derrière la question du carbone vivant, il y a toute la question beaucoup plus qui dépasse complètement l'appréhension d'un économiste, c'est notre rapport aux autres êtres vivants. Donc je pense qu'on n'est pas fini de sortir de là, et on voit bien qu'à travers ça, la question du climat et de la biodiversité sont beaucoup plus liées que ce qu'on imagine. Il y a quand même un point qui est... alors, il y a un point qui est vraiment compliqué pour les économistes, et je termine par là. Moi, je sais faire du CO2 équivalent sur l'énergie, et vous taxez à peu près n'importe quel système énergétique, comme vous le voulez. Vous voulez une taxe, je peux vous faire une taxe. Vous voulez un système de quota, je vous donne un système de quota. Vous voulez un vrai système de consommation. Je sais faire ces choses-là. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. Bon, je ne dis pas que je suis... Mais bon, je n'ai pas d'équivalent du CO2 équivalent pour la diversité du vivant. Donc c'est très difficile de trouver des nouvelles approches économiques qui fonctionnent sur le carbone vivant. On voit bien qu'il faut valoriser des services écosystémiques, mais c'est beaucoup plus complexe. Bon, est-ce que ça veut dire que c'est décourageant? Non, pas du tout. Parce que bon, j'ai quand même conscience que la plupart des gens devant moi sont plutôt de la génération qui sera encore là en 2050. Bon, il y a un truc qui est très positif sur la biodiversité, c'est que lorsque vous agissez sur la biodiversité, vous allez vous-même en avoir les bénéfices. Quand vous reconstituez un écosystème dégradé, vous en tirez vous-même les bénéfices, ce qui n'est pas le cas lorsque vous faites de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce fait que sur la biodiversité, en plus, vous avez des bénéfices de santé, donc je pense que ça, c'est un point très important. On n'a pas les bons outils économiques, mais on a des outils de mobilisation sociale qui sont, je pense, beaucoup plus faciles à mener si on trouve les bonnes méthodes pour concilier effectivement lutte contre le réchauffement climatique et protection de la biodiversité. Pardonnez-moi d'avoir été un tout petit peu trop long, excuse-moi Patrice d'avoir été un peu trop long, mais c'est maintenant à ton tour de causer. Bon, ben, bravo. Mais ils n'osaient pas.
Voilà, donc moi, j'écris pas de bouquins. Je m'appelle Patrice Burger. Je ne suis pas universitaire. Je suis président et fondateur d'une ONG qui est pas très loin d'ici, qui est basée à Viol-le-Fort, petit village près du Pic Saint-Loup, et qui se trouve être justement, par une histoire antérieure qui a eu lieu entre 1988 et 1998, qui s'appelait le CIEPAD, Carrefour international d'échange de pratiques appliquées au développement, qui était une collaboration avec Pierre Rabhi, qui est un nom certainement qui vous dit quelque chose. Et on a été, je dirais, depuis 1987, parmi les pionniers de l'agroécologie, c'est-à-dire en 1985-86, quand on a monté le premier centre de formation à l'agroécologie dont tu as parlé au Burkina Faso, du temps de Thomas Sankara au Burkina. Eh bien, les gens nous demandaient si on travaillait dans le développement, si on était des écologistes, si on était des mystiques. Enfin, voilà, il y avait tout un débat d'ailleurs qui n'est pas complètement clos sur l'agroécologie, mais disons, ça sentait un peu le soufre d'essayer de marier des sujets qui, jusqu'à Rio, jusqu'au sommet de la Terre de Rio en 1992, étaient traités totalement indépendamment, puisqu'on parlait du développement d'un côté, notamment les économistes, et il y avait les gens qui parlaient de l'agriculture, et puis il y a les gens qui parlaient de l'environnement. Et donc c'est à Rio en 92 qu'on a dit que les questions d'environnement et de développement étaient liées. Et moi, ça a été pour moi un petit peu l'entrée, un peu presque par hasard, dans ce qui est devenu une carrière professionnelle au service, donc en tant que cadre d'une ONG, donc CIEPAD et ensuite CARI. CARI, donc Centre d'action de réalisation internationale, c'est la 25e année qu'on existe. On a rapidement une dizaine de salariés et on travaille dans une quinzaine de pays dans le monde, dans des projets d'envergure internationale, bien sûr. On ne travaille pas du tout en France pour l'instant. Et nos appuis vont de l'appui technique à la parcelle à des agriculteurs ou des groupes d'agriculteurs en matière d'agroécologie, jusqu'à l'appui à des filières complètes, c'est-à-dire de la production jusqu'à la consommation, passant par la commercialisation, la transformation. Aussi des projets de recherche scientifique avec des chercheurs, notamment l'IRD de Montpellier ou le CIRAD. On a essayé pendant plusieurs années, en tout cas pendant 3 ans, sur des fonds du Fonds pour l'environnement mondial, de chercher à caractériser l'agroécologie, puisque pour tenter justement de préciser un petit peu quels étaient ses avantages comparatifs dans les différents domaines. Et c'est là qu'on s'est aperçu effectivement que, comme tu viens de dire, Christian, cette affaire, elle est quand même assez complexe, puisqu'il s'agit de réformer un mode de pensée qui était relativement linéaire, relativement cloisonné, et que quand on touche à ce qu'il faut aujourd'hui réformer, tu disais l'économie doit être fondamentalement révisée, les chaînes d'approvisionnement sont en cause, il y a des questions d'équité qui sont posées, la neutralité du climat, c'est stabiliser quelque chose, transformer le système énergétique, désinvestir les énergies fossiles, changer de logiciel. Et quand on touche à l'agroécologie, on est obligé de considérer toutes ces questions. Donc on a cherché à développer un système d'évaluation on est arrivé à quelque chose, à une usine à gaz, parce qu'une fois qu'on cherche à évaluer tout ça, c'est complexe. Mais ce n'est pas du temps perdu, puisqu'effectivement, l'agriculture, et d'une manière générale, tous les travaux liés à la terre, c'est quand même significatif dans les émissions de gaz à effet de serre. Tu as rappelé le chiffre, 25%, ce n'est pas rien. Et alors, curieusement, très curieusement, dans les grandes conférences internationales qu'on appelle les COP, Conference of the Parties, les conférences des parties, les parties étant des pays, que ce soit la conférence des parties sur le changement climatique, sur la biodiversité ou sur la désertification. En fait, désertification, il ne faut pas le lire comme les déserts. La désertification, c'est compris dans la Convention comme la dégradation des terres. Dégradation des terres, c'est en œuvre partout, y compris en France,
puisqu'on considère aujourd'hui qu'il y a une grande partie des sols et des terres qui sont dégradés, qui ne répondent plus comme elles devraient répondre, en particulier pas pour l'agriculture, ce qui pose encore un autre problème. Et bien, il se trouve que dans ces conférences-là, et notamment la conférence sur le changement climatique, c'est seulement depuis la dernière COP, la dernière, 28, qu'on a introduit l'idée qu'il faudrait réfléchir à des systèmes d'agriculture durables. C'est quand même extraordinaire. Et jusqu'à présent, on ne parlait que de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes industriels, dans les systèmes de transport, dans l'utilisation de l'énergie, oui, c'est vrai, mais on ne parlait pas d'agriculture, c'était assez étrange. Moi, je me rappelle, une des premières que j'ai rejointes à Copenhague, c'était très étrange. Je discutais avec la ministre de l'Environnement qui était là, qui est française, et je disais, mais pourquoi elle n'était pas capable de me répondre pourquoi l'agriculture n'était pas au cœur des discussions, en tout cas était un des sujets de discussion dans les changements climatiques. Alors, moi j'ai l'habitude de dire, dans cette situation où les questions d'économie générale et de développement, parce que pour beaucoup de gens, les questions de développement, c'est pas seulement des questions d'économie, c'est des questions de vie, de survie, etc. Je dirais qu'actuellement, le baromètre de l'économie est un peu calé sur tempête, hein, c'est-à-dire il faut remettre un peu en cause tout ça. Alors, l'agroécologie, c'est de tenter finalement d'investir dans les sols et d'avoir des systèmes de production qui sont à la fois vertueux pour les sols, maintenir la fertilité des sols, c'est pas une petite affaire, maintenir la vie des sols, c'est pas une petite affaire. La vie des sols, c'est de l'air, c'est de la matière organique, c'est des êtres vivants, des milliards d'êtres vivants sous nos pieds, et c'est aussi des productions qui sont accessibles le plus possible au plus grand nombre, parce que moi, encore une fois, nous on travaille dans beaucoup de pays en développement, et pour beaucoup de gens, c'est pouvoir accéder à une nourriture saine, en quantité, en qualité, là où ils sont, c'est-à-dire pas de la nourriture qui vient des ailleurs, parce que nous, on est dans un système qui est provisoirement privilégié, où effectivement, gros consommateurs d'énergie fossile, c'est des systèmes de transport, des systèmes de conservation, des systèmes de transformation, longue distance, bien souvent. Donc, beaucoup de ces populations qui sont dans les pays dans lesquels on travaille n'ont pas cette capacité-là. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est un système le plus localisé possible, donc réduire les distances, réduire la consommation d'énergie, à laquelle énergie fossile on n'a pas toujours accès. Donc utiliser l'énergie solaire notamment, le vent aussi. Et alors on s'est souvent heurté au début quand on faisait des informations sur l'agroécologie, il y a une idée, il n'y a pas seulement des idées ou des impossibilités ou des sauts techniques qu'il faut affronter, mais aussi il y a des idées reçues. Et moi je me rappelle souvent en Afrique, quand on aborde les questions d'agroécologie, enfin ça a été le cas longtemps, les gens nous disaient, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on ait accès à votre formidable agriculture extrêmement productive vous voulez nous maintenir dans le sous-développement. Ça a été souvent un argument qu'on nous a opposé, parce que le modèle de beaucoup de pays développants, c'est quand même notre modèle à nous. Et quand on propose autre chose, quand on propose de désinvestir dans un certain nombre de sujets, eh ben, c'est un peu louche. Et notamment, beaucoup de pays en développement n'étaient pas trop, enfin, d'acteurs n'étaient pas trop favorables à ça. Donc il fallait s'expliquer. Il fallait expliquer les impasses du système agricole mondial, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit, destruction des sols, stagnation de la production. Aujourd'hui, on est face à une stagnation de la production mondiale
pour des raisons de sol épuisé, et que l'agrochimie, l'introduction d'intrants chimiques est à son maximum. On ne peut pas, même en mettant des doses de plus en plus fortes et de plus en plus importantes, on n'arrive plus trop à augmenter la production. D'où des fronts de déforestation, d'où conquérir des terres nouvelles, mais qu'on va laisser dans un état qui n'est plus très bon pour l'agriculture. Alors, en Afrique, vraiment, ça bouge beaucoup. Il y a un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui, qui ont entamé vraiment des transitions agricoles, qui ont soit des stratégies, soit des politiques nationales. Par exemple, le Burkina Faso, par exemple le Sénégal, le mouvement Laditaes, et ceci sous la pression des agriculteurs. Il y a véritablement des avancées. Autre exemple, c'est pas en Afrique, c'est au Brésil. Au Brésil, il y a eu sous Lula une politique nationale agroécologique qui a été remise en cause. Là, c'est vraiment... on voit bien que selon les tendances qui sont au gouvernement, il y a des freins ou des accélérateurs. Sous Lula, c'était l'agroécologie. Bolsonaro, c'était le contraire. Et maintenant, on revient, notamment avec le nord-est brésilien, on revient à des questions agroécologie. Alors, l'agroécologie aussi fait référence, tu as parlé de neutralité, Christian, il y a un objectif de développement, l'objectif de développement, la cible 15.3, c'est la neutralité en matière de dégradation des terres. Nous, CARI, on est très fortement investis dans cette 3e convention de Rio, j'ai dit convention climat, convention désertification, convention de lutte contre la désertification. Nous, on est très impliqués dans celle-ci, et je peux dire que le CARI est vraiment un des leaders de la société civile là-dedans, puisque nous, on a bien vu assez rapidement que ce n'étaient pas les questions techniques qui étaient les questions les plus difficiles, que c'était les questions des systèmes de pensée, des systèmes économiques, de l'investissement économique, des amortissements à réaliser dans des systèmes qui avaient été pensés avec un autre logiciel. Et il fallait aujourd'hui revenir sur ça. Donc on s'est dit, il faut investir aussi dans les conférences internationales et là où se prennent des décisions. Et l'avantage de ces réunions onusiennes, c'est que les pays se réunissent, prennent un certain nombre d'engagements et qu'ils oublient évidemment de tenir quand ils sont rentrés chez eux. Et nous, notre rôle en tant que société civile, c'est de rappeler à nos gouvernants, à nos décideurs, qu'ils ont pris un certain nombre d'engagements internationaux. Vous pouvez les lire, les textes des Nations Unies. Souvent, ils sont très intéressants, mais ils ne sont pas mis en œuvre, ou très partiellement mis en œuvre. Vous avez des pays d'ailleurs qui ont signé des engagements sur les droits de l'homme et d'autres choses qui font exactement le contraire de ce à quoi ils se sont engagés. Et donc la société civile a un rôle, et c'est un des rôles que nous on s'est donné, d'alerter et de toujours revenir sur ces engagements-là. Alors la neutralité en matière de dégradation des terres, c'est une des cibles des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, et elle dit que, il y a 3 niveaux, il faut éviter de dégrader les terres, donc là l'agroécologie répond. 2, réduire la dégradation que l'on ne peut pas éviter, l'agroécologie répond aussi par des techniques particulières. Et ensuite il y a un troisième niveau, c'est restaurer des terres, restaurer les terres dégradées, et aujourd'hui il y en a très fortement besoin. Moi, je travaille plutôt dans les zones sèches, les zones arides de la planète. C'est pas rien. Zones sèches et zones arides de la planète, c'est 44% de la surface terrestre. À peu près 1,5 milliard à 2 milliards de personnes vivent dans les zones sèches et arides. C'est des zones qui valent la peine qu'on s'en occupe si on veut un monde un petit peu plus stable et un petit peu plus en paix. Donc, ces cibles-là, on voit que sous la tendance économique actuelle, beaucoup de fonds d'investissement sont très intéressés pour restaurer des terres. Restaurer des terres, alors évidemment, on met de l'argent, on trouve des opérateurs pour restaurer les terres, mais en fait, ça ne profite pas. Nous,
On estime que ce n'est pas ça qui profite le plus aux petits agriculteurs de base. Nous, on pense que éviter de dégrader ou réduire la dégradation des terres qu'on ne peut pas éviter, c'est beaucoup plus ça qui va faire pencher la balance en faveur d'une plus grande équité et d'un plus grand accès à la nourriture des agriculteurs et des familles les plus pauvres. L'autre chose aussi qu'il faut résoudre quand on parle de ça, c'est la question du foncier. Dès qu'on touche aux questions agricoles, c'est bien de parler du sol en général et des terres en général, mais dès qu'on touche à ça, on touche à la question de oui, mais alors ça appartient à qui? Et donc la question foncière, souvent ces agriculteurs, les pauvres, je dis toujours les agriculteurs pauvres, c'est pas marginal, hein, ils sont nombreux, ils sont très nombreux, peut-être plus nombreux que les autres d'ailleurs, très largement plus nombreux que les autres. Donc c'est pas une anecdote de parler de ça. Quand on veut réformer un système, il faut voir où sont les masses des populations. Donc on travaille sur ces questions-là en essayant de défendre justement des politiques agroécologiques. Pour ça, on s'est réunis par exemple avec 3 autres ONG françaises, Agronomes et Vétérinaires sans frontières, le GRET, le groupe de recherche et d'échange technologique, et AgriSud International, et donc le CARI. On a créé un groupe après la COP21 à Paris pour dire, voilà, nous, il y a tout ce débat sur le carbone, les crédits carbone, etc. Et nous, on pense que le carbone vivant a un grand rôle à jouer. La COP21 à Paris, on n'en a pas parlé, hein. Et après cette COP, on s'est réunis et on a créé un groupe et on est actuellement engagé dans un certain nombre de projets pour la promotion de l'agroécologie dans différents pays du monde. Et aussi, on essaye de pousser les pouvoirs publics français, notamment les financeurs français, parce que la France a ceci de particulier, qu'elle est à la fois un grand pays agricole, mais elle est aussi un grand pays de coopération au développement. L'aide publique au développement, c'est-à-dire la partie les financements français qui vont au Fonds pour l'environnement mondial, qui vont à la Commission européenne, qui vont au FIDA, qui vont à la FAO, qui vont dans toutes ces organisations internationales qui financent le développement, eh ben nous, on essaye de les orienter en direction de l'agroécologie. Donc c'est pas tellement là, on ne travaille pas uniquement sur la question technique, mais on travaille là sur la question des orientations des financements pour déclencher des politiques publiques. Parce que l'agroécologie dans le monde, des agroécologistes, il y en a des millions, ça marche bien, mais ça marche localement, mais il faut, pour un effet de masse, il faut qu'il y ait des politiques publiques beaucoup plus massives, et c'est une des choses auxquelles on pousse. Ensuite, pour ne pas faire trop long, je voudrais parler de la FAO. La FAO s'est engagée à partir de 2014 très prudemment. Ça, c'est pour montrer les résistances. Quand le directeur général de la FAO, qui était un Brésilien, a voulu parler de l'agroécologie, les pays du Cairn, c'est-à-dire les pays exportateurs de céréales, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, se sont opposés, a dit non, ne parlez pas d'agroécologie. Donc il a été obligé de dire, bon, on va faire un séminaire scientifique sur l'agroécologie. Ça, c'était 2014. En 2018, nouveau séminaire, et là, l'agroécologie est entrée comme un terme à la FAO. Et maintenant, il y a un vrai programme sur l'agroécologie, et il y a eu 10 éléments pour caractériser l'agroécologie qui ont été établis par la FAO. Il y a aussi le comité de sécurité alimentaire qui a établi 13 principes de l'agroécologie, notamment au moment où il était piloté par quelqu'un de Muse, là, de Montpellier, Patrick Caron. Donc ils ont établi les 13 principes de l'agroécologie. Et je crois que maintenant, le mouvement est pris pour avancer, mais il va y avoir de très très grosses résistances parce que effectivement c'est un changement global qui est loin d'être gagné. Mais enfin, il y a pas mal de pays aujourd'hui qui s'y sont lancés. Je crois que je vais arrêter là et on va pouvoir débattre.
débattre un petit peu et répondre à des questions si vous le voulez. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez dépassé votre quota, mais il n'y a pas eu d'opposition. Ça montre que c'était passionnant, là, les débats. C'est bon ? Je pense qu'on passe directement aux questions de la salle. Est-ce que certains ont des questions à poser à nos intervenants ? Alors, celui-ci semble marcher. Je vais switcher. Merci, Marc. Merci, bonjour et merci beaucoup pour vos interventions. Moi, c'est par rapport à l'océan qui est un puits de carbone. Vous n'avez parlé que du carbone, du cycle du carbone biologique, donc qu'il y a avec les espèces végétales dans l'océan. Mais en fait, il y a deux cycles. Il y a aussi le cycle du carbone physique et qui est dissous dans l'océan, qui vient de nos émissions, enfin du carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Et c'est là où ça pose problème. Parce que c'est justement nos trop grandes quantités d'émissions de CO2 font qu'il y a trop de carbone dissous dans l'océan et il y a l'acidification. Donc la protection de la biodiversité marine ne passe pas uniquement par... ça passe aussi par une atténuation de nos émissions. Oui, voilà, c'était... parce que là, on s'en sort pas, quoi. Enfin, je veux dire, on est dans un espèce de cercle vicieux qui fait que... Voilà. Oui, bien sûr. Oui, quand il est sur off, ça marche pas. Voilà, là, ça marche que. Bon. Même ça, je suis capable de faire ça à peu près. Et bon, le carbone se dissout, mais il va saturer d'autant plus vite que la pompe biologique dessous ne fonctionne pas bien. Bon. Or, le phénomène physique d'acidification de l'océan est assez bien mesuré. Assez bien, je dis, parce que dès qu'on rentre dans le détail... Hein, bon. Par contre, l'affaiblissement de la pompe à carbone biologique inquiète au plus haut point les spécialistes de l'océan. Parce que là, notre degré de connaissance est extrêmement faible. Bon. Et plus cette pompe à carbone océanique et biologique est affaiblie, moins pour un même niveau de carbone qui est absorbé, ça va descendre dans l'océan, donc vous allez saturer plus vite. Voilà. Bon, alors, bien entendu, là où je pense que votre remarque est très importante, quand je vous dis, aussi bien pour l'agroécologie que pour les forêts, que pour les océans, il faut effectivement partir de l'adaptation en même temps que l'atténuation. Je ne dis pas que ce n'est pas important de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si vous voulez, c'est absolument essentiel. Vous voyez, bon. Mais je pense que même si on réduit fortement les émissions de gaz à effet de CO2, hein, parce qu'en l'occurrence, ça c'est le CO2 dans le cycle, même avec beaucoup moins de CO2 d'origine anthropique dans l'atmosphère, l'affaiblissement de la pompe biologique sur l'océan est un problème majeur sur le long terme. C'est un problème majeur. Et si vous reprenez, alors après des travaux beaucoup plus sur le très très long terme, bon, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui s'appelle Biocène, qui a été écrit par un scientifique qui s'appelle Matisse, qui dirigeait je ne sais pas quel... Bon. Biocène, c'est passionnant parce qu'on voit que toutes les variations majeures de la composition de l'atmosphère, l'apparition de la couche d'ozone, etc., de l'oxygène, ça vient de l'océan. Et ça vient des changements biologiques à l'intérieur de l'océan. Oui. Bon. Donc, pour moi, ça a vraiment été une découverte, ce truc. Et on fait, encore une fois, on fait comme si ça n'existait pas. Je voulais réagir aussi à ce qu'a dit Patrice, parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant, sur ce qu'il a dit sur la neutralité des terres. Parce que je ne le dis pas avec les mêmes mots, mais je pense fondamentalement comme lui. C'est-à-dire que... agir comme quand on parle de stockage du CO2, hein, d'abord 9 fois sur 10, on commence par penser les systèmes de CCS, hein, les systèmes industriels, hein, qui
moi, je ne suis pas du tout contre investir dans les systèmes industriels de CO2, mais c'est un appoint par rapport à l'enjeu des puits de carbone naturels. Hein, la quantité qu'on pourra absorber et stocker par des systèmes industriels, c'est vraiment un appoint. Bon. Et sur le carbone vivant, effectivement, il y a à l'heure actuelle un mouvement assez important de fonds d'investissement, parfois même bien intentionnés, qui veulent faire un peu de la compensation à bas terme en partant sur les terres déjà dégradées. Mais non, le levier majeur sur la protection de la biodiversité, c'est de modifier les pratiques des systèmes de production ou des systèmes de conservation, que ce soit des systèmes agricoles, des systèmes de pêche, des systèmes de forestiers, etc. C'est ça. Et en fait, on a hérité un peu d'une vision de protection de la nature qui est on protège des zones protégées dans les... Non, c'est vraiment, effectivement, le nerf de la guerre, c'est de modifier les pratiques de production sur ces systèmes-là. Et je pense que c'est très important parce que si on ne fait pas ça, effectivement, les questions, on va être rattrapé très vite par des questions d'insécurité alimentaire qui vont se multiplier. Je voudrais juste vous donner un exemple concret pour aller exactement dans le sens de ce qu'a dit Patrice, sur le fait que les systèmes industrialisés ne sont pas résilients au réchauffement climatique. Vous vous souvenez, en 2021, le dôme de chaleur au Canada, hein, pas loin de 50 degrés, hein, au bas des Rocheuses, je ne sais plus le nom du village, on en a parlé partout. Hein. Moi, j'ai regardé la production de blé, moins 45%. Il a manqué dans la campagne 2021-2022 qui se recoupe avec l'invasion de la Russie en Ukraine. À peu près l'équivalent d'un an d'exportation de blé ukrainienne, c'est ce qui n'a pas été mis sur le marché par le Canada lors de cette campagne agricole. Donc c'est pour vous dire que on a alors ultra médiatisé hein, le couloir dans la mer Noire. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ayez bien en tête que le choc climatique au Canada, ça a été un an d'exportation d'Ukraine en moins sur le marché mondial. Deuxième facteur que tu as dit, mais j'enfonce le clou. Boris l'a rappelé tout à l'heure, moi j'ai été jeune chargé d'études hein, dans les chambres d'agriculture hein, au début, à la fin des années 80, pas me vieillir trop quand même. Bon. À l'époque, j'avais la courbe du rendement du blé, hein, c'était... Chaque année, on augmentait, c'était incroyable. Bon. Et bien maintenant, non seulement ça augmente plus, mais ça baisse. Et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez comme produits chimiques, comme semences certifiées Monsanto ou autres, etc. Ça baisse parce qu'on a épuisé le sol. Donc c'est ça qui est quand même vraiment important dans l'agroécologie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alexandra ? Oui, bonsoir, merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous avez parlé de tous les gens tous les agriculteurs qui sont d'accord avec l'agroagriculture et tout ça, mais quand on voit que ne serait-ce en Europe ou en France qui râlent pour les 3 ou 4% de mise en jachère chaque année, comment convaincre ceux qui ne sont pas pour l'agroagriculture, par exemple ? Je compléterai. Non, je sais pas. Non, mais... Bon, moi je vais parler uniquement des agriculteurs du Nord et toi tu vas parler des agriculteurs du Sud. Comme ça, on va se... Bon, on est complètement complices parce qu'il ne l'a pas dit, mais on est tous les deux administrateurs de l'Agri-Sud International. Donc, on ne fera pas passer vraiment... voilà, en fait. Voilà. Bon. Mais, bon, moi je me situe pour l'instant sur la crise, enfin le mouvement de colère qu'on a eu dans l'agriculture hein, récent. Bon. Qui est quand même assez préoccupant parce que de fait on a rétropédalé hein, sur le Green Deal agricole au niveau européen, pas qu'au niveau français. Bon, on a fait un peu plus de marche arrière encore en France que... Bon. Moi je pense que la grande difficulté de communication vis-à-vis des agriculteurs, c'est que tout simplement on présente le climat et agriculture comme il va falloir que tu changes tes pratiques pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Bon. Et en plus, tu produis du bovin, c'est pas bon pour la planète. Bon. Et puis,
Tu fais du lait. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas parler comme ça. Il faut reconcevoir la politique agricole sur la base de... Il y a, par rapport au réchauffement climatique, une question majeure de résilience des systèmes agricoles, et les systèmes les plus spécialisés, les plus industrialisés sont les moins résilients aux impacts du réchauffement climatique. Et ça, les agriculteurs le savent. Je ne voudrais pas me donner trop en exemple, mais je le fais un peu quand même. Bon, moi je suis invité par des assemblées agricoles, puisque je connais un peu le secteur. Bon, il y a 2 ans, j'ai fait l'assemblée annuelle des centres de gestion en Côte d'Armor. 800 personnes dans l'amphi, 800 personnes, dont 500 agriculteurs. C'est mon truc, un peu général, ça. Première question. Monsieur, est-ce que le modèle breton est condamné devant 500 personnes agricoles? Bon. Si vous commencez à dire, on va normer toutes tes activités agricoles et puis il va falloir baisser les émissions. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut partir des problèmes que rencontrent les gens sur les exploitations agricoles. Je pense que c'est ça le gros défaut. C'est un défaut qui concerne l'ensemble des politiques à mener vis-à-vis du carbone vivant. Il faut partir des impacts du réchauffement, des rétroactions climatiques sur ces systèmes du carbone vivant, et c'est par là qu'on va motiver les gens. Deuxième point, et là, je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire, on n'a pas fait de réforme. On a fait une réforme de la PAC à la fin dans les années 80 et en 1992, en réaction au dérèglement des marchés. Je connais assez bien ce truc-là parce que, à l'époque, j'étais chargé d'études dans les chambres d'agriculture, donc j'ai négocié les réformes de la PAC pour la profession agricole. Je peux vous dire que c'était assez compliqué à expliquer à mes présidents à l'époque. On a complètement réformé la PAC. On n'a pas réformé la PAC en réaction au dérèglement climatique. Et donc, on a mis des tas de rustines dans tous les coins. Donc on a compliqué le truc, mais c'est ahurissant. Quand vous rentrez dans le détail je ne sais pas s'il y a parmi vous beaucoup de producteurs agricoles, mais quand vous rentrez dans le détail de la PAC, croyez-moi, c'est vraiment c'est surréaliste. Hein. Bon, parce que, tout simplement, on n'a pas changé le dispositif, on a rajouté des rustines. Et puis, avec le Green Deal, on a la Farm to Fork, on a encore rajouté des rustines. Bon, donc évidemment, le truc, il est totalement illisible. Donc moi je pense qu'il faut totalement réformer la PAC. Et pour vous convaincre, je vais prendre un exemple que j'ai évoqué devant quelques syndicalistes agricoles. Et il y avait un moment de glaciation, puis finalement ils ont dit c'est pas idiot ce que tu dis. Vous savez, il y a l'histoire de l'indicateur sur les phytosanitaires, le NODU. On a développé en France un indicateur de NODU, qui est un indicateur extrêmement sophistiqué. Il est un peu trop compliqué. Bon, on pourrait le simplifier, mais moi, je pense que... Et on l'a abandonné. M. Attal l'a abandonné pour prendre un indicateur européen qui, de l'avis de tous les scientifiques que j'ai rencontrés, est un mauvais indicateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut réintroduire le NODU de façon un peu simplifiée, mais il ne faut pas le réintroduire comme une norme. Il faut le réintroduire comme un critère qui va permettre de verser aux agriculteurs l'équivalent de ce qu'ils vont gagner en baisse d'impact sur les phytosanitaires. Il faut pas que ces normes soient des normes administratives, il faut que ce soit des outils de déclenchement du paiement pour services écosystémiques. Alors après, si on rentre dans un degré de détail un peu plus compliqué, si on fait que le versement de ceux qui baissent le NODU, on va pénaliser ceux qui ont baissé avant. Donc il faut, mais après, on a des outils. Mais pour moi, c'est le truc important. Il faut partir des besoins des agriculteurs en matière de résilience par rapport au réchauffement climatique et pas uniquement leur imposer des normes. Et des normes, il en faut, mais il ne faut pas des normes administratives, il faut des normes qui sont des systèmes de déclenchement pour paiement des services écosystémiques. Et je vous signale au passage que les systèmes de quotas cessibles sur le carbone fossile, c'est né comme ça. On a d'où ça vient, les systèmes de quotas sur le carbone fossile? C'était au début des réglementations et on a mis des quotas cessibles pour mettre de la flexibilité et de l'incitation économique dans les réglementations. Donc il faut faire la même chose.
sur les systèmes agricoles. Et il y a beaucoup d'argent puisque la PAC, c'est, je ne sais plus combien, 72 milliards d'euros, je crois, en 2023. 72 milliards d'euros est allé quand même la PAC l'année dernière, dont 15 en France, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'argent. Parlons-nous un peu du Sud quand même, c'est là que ça se passe. Oui. Disons que, non, quand même sur la question générale de ce qui vient de se passer en matière d'agriculture, de mon point de vue, c'est symptomatique de ce qui va se passer dans la plupart des secteurs. Vous avez des gens, les agriculteurs, qui sont en fait pas du tout maîtres de leur destin. Ils sont dans un système dans lequel on les a mis au moment de l'invention de la politique agricole commune, qui n'a pas eu que des mauvais effets. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais j'en ai parlé directement avec une des personnes qui a établi ce système, Edgar Pisani. Et en fait, les agriculteurs, on leur a dit, voilà, on va vous financer, on va vous faire des prêts bonifiés, on va vous financer un paquet technique, on va vous organiser les formations, etc., etc. On va vous doter des matériels, on va faire travailler la recherche pour des matériels et équipements performants. Et on va vous garantir le prix de ce que vous aurez produit. En fait, l'agriculteur, il devient quoi là-dedans? Il devient un ouvrier spécialisé dans un système. C'est-à-dire, lui, il a tous les risques liés à sa terre. D'ailleurs, il emporte tous les investissements. Je ne sais pas si vous avez entendu les témoignages des agriculteurs au moment de la crise, là. Ils disaient tous, oui, j'ai 1 million, j'ai 2 millions, j'ai 200 000 à la banque, etc. Ça veut dire que l'agriculteur, il prend tous les risques de l'emprunt, de l'investissement sur lui, et il est producteur dans un système où il ne contrôle rien. Il ne contrôle pas les prix, il ne contrôle pas les prix des intrants, et donc c'est extrêmement difficile de convaincre quelqu'un, et en plus de mal lui parler, comme on dit en Afrique, on lui parle mal, on lui dit vous êtes la cause. Oui, certes, enfin, je veux dire, ils sont dans un système, on a bien voulu qu'ils soient là. Et à force de cultiver les avantages comparatifs, la globalisation, le marché longue distance, tous consommateurs fortement d'énergie fossile et tous émetteurs fortement de gaz à effet de serre, y compris le système de production agricole à base de machinisme, à base d'intrants, produits chimiques, produits... je veux dire, ils sont dans un système qui est terrible et qu'il va falloir qu'on change. Mais changer ça n'a pas été une simple affaire. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça résiste. Donc, pour le Sud, comme je l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs, ils sont dans une problématique qui est, pour partie, aussi victime de ce système. Certains produits fortement subventionnés, parce que, oui, je rajoute quand même que, ne vous leurrez pas, hein, le revenu des agriculteurs aujourd'hui en France, ce n'est pas le revenu de ce qu'ils produisent, c'est le revenu des subventions. Encore une fois, ça confirme ce que je dis, c'est qu'ils sont otages, quelque part, d'un système dont ils ne contrôlent pas grand-chose. Donc, dans les agriculteurs du Sud, ils reçoivent, dans beaucoup de pays du Sud, ils reçoivent des produits fortement subventionnés. Comme nous, on a vécu le cas, nous, avec le fameux poulet ukrainien, dont vous avez certainement entendu parler, puisqu'on a enlevé les taxes à l'importation, etc., etc., les agriculteurs du Sud, ils sont en permanence victimes de ça. Ils reçoivent du poulet, des carcasses de viande d'Argentine, du riz de basse qualité qui envahit les marchés, etc. Du blé même, un des gros centres de consommation, un des gros produits de consommation courante en Afrique de l'Ouest, par exemple, c'est le blé. Ouais, mais ils ne cultivent pas de blé, ces gens, ou quasiment pas. Donc c'est de l'importation. Donc on est pour l'agriculture, on est vraiment dans un système où on s'est mis entre les mains d'un système commercial et d'échanges internationaux qui est fortement inéquitable,
qu'il va falloir effectivement adresser, je dirais, mais dans toutes ses composantes. Donc la question que vous soulevez, elle est juste, mais elle soulève tellement d'autres questions, y compris pour notre pays. Nous sommes un grand pays exportateur agricole. On ne peut pas remettre en cause du jour au lendemain la place, les revenus, les devises que génère cette production de notre pays, sans remettre en cause notre niveau de vie à tous, moi, le vôtre. On pourrait d'ailleurs dire la même chose des armes. Hein. C'est à peu près la même chose. Hein. On est aussi un grand pays exportateur d'armes. Et quand on est un petit peu, je dirais, humaniste, je dirais pas plus que ça, on ne peut pas cautionner le fait qu'il y a la montée en puissance de guerre dans le monde. Et qui sont les fournisseurs d'armes ? On fait partie des grands fournisseurs d'armes dans le monde. C'est des choses qu'il faut l'avoir en tête. Je suis pas je rêve pas complètement, je suis pas non plus extrémiste, mais ce sont des sujets qu'il faut avoir en tête en disant voilà un certain nombre de choses qu'il va falloir adresser si on veut un monde un petit peu plus stable que celui qu'on a aujourd'hui. Donc l'agriculture est un bon exemple de ce qui risque de se passer, et il va y avoir d'autres catégories qui vont se lever comme ça. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Bonsoir et merci. En écoutant vos deux exposés, une remarque qui vient, j'espère que mes collègues économistes ne vont pas trouver ça trop simpliste, mais c'est qu'en gros, pour avancer vers la solution du problème, il faut se passer d'un intrant pas cher par rapport à la productivité qu'il permet et le remplacer par du travail. Que ce soit des systèmes avec moins de fossiles ou de l'agroécologie, on peut le résumer comme ça dans un modèle économique basique. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'investir devient moins rentable s'il faut payer plus de travail. On fait baisser la productivité moyenne du travail, donc ça fait baisser la rentabilité des capitaux investis, publics ou privés. Donc, c'est pas ça le principal frein ? Je crois que je vais répondre à la question. Alors, si tu veux, c'est drôle ce que tu dis, parce que moi, je traiterais assez différemment le carbone fossile du carbone vivant. On va traiter le carbone fossile, parce que ce que tu as dit, c'est exactement ça. Il y a eu un rapport assez amusant, le premier rapport à peu près sérieux qui a été fait en France sur la macroéconomie du climat, c'est celui de Pisani-Ferry. Hein. Oui, Guenry, mais Guenry c'était beaucoup plus large. Hein. Donc moi j'ai participé. Il y a eu dans l'ordre Guenry, Tyrol, mais Guenry, Tyrol, c'était plus global. Bon. Guenry, j'ai un tout petit peu participé avec le truc. Tyrol, j'ai fait la première annexe et j'ai un peu rappelé à Tyrol comment marchaient les systèmes de quotas, parce qu'il avait une vision un peu, on va dire, intellectuelle. Bon. Pisani-Ferry, lui, c'est vraiment combien ça coûte, combien ça rapporte en France. Bon. Je lui ai dit, j'ai un problème quand même, c'est que je pense que tu vois pas vraiment, tu fais que l'investissement, tu fais pas que. Et là, il m'a dit non, t'as pas tout lu. J'ai dit comment ça, j'ai pas tout lu. Et effectivement, il y a une phrase à un endroit, c'est amusant. Il dit on déplore une baisse de la productivité apparente du capital. Et moi, je traduis par lorsque tu investis 100 € dans le capital décarboné au nom de la transition énergétique, il faut désinvestir 100 € par ailleurs. Et donc, effectivement, tu dois investir sans accroître la capacité de production. Et c'est amusant parce que c'est un truc sur les modèles théoriques, on ne sait pas bien faire. Donc, moi, je ne suis pas un théoricien, je suis un petit praticien. Donc, j'ai posé la question aux gens de Toulouse, à mon ami Christian Gaulier. Je lui ai dit, est-ce que tu as un modèle ? Il me dit, non, je n'ai pas de modèle pour ça. Je n'ai pas un modèle qui me dit comment se déplace l'équilibre macroéconomique lorsque c'est le rythme du désinvestissement qui doit conditionner le montant d'investissement que je dois faire. Donc ça, c'est vraiment parfaitement vrai. Alors, par contre, sur l'énergie, le fait qu'il y ait un transfert vers des systèmes plus de main-d'œuvre est vraiment à beaucoup discuter parce que les énergies décarbonées sont très fortement capitalistiques. Alors,
Le seul truc sur lequel tu peux un peu te rattraper, c'est effectivement l'efficacité énergétique, puisque bon. Mais l'un dans l'autre, quand on va commencer sérieusement à électrifier la mobilité, enfin, le transport routier, ça va faire beaucoup de moins d'œuvre en moins. Hein. Beaucoup de moins d'œuvre. Parce que tu as les usines, en gros, hein, c'est pas compliqué, pour fabriquer une bagnole électrique, il faut à peu près, on ne sait pas si c'est 2 ou 3 fois moins d'ouvriers que pour un véhicule thermique. Alors, les constructeurs essaient de nous faire croire que c'est plus coûteux. Non, c'est pas plus coûteux. Simplement, pour l'instant, on a des échelles de production qui sont ridicules. Mais dès qu'on va accroître l'échelle de production, évidemment, le véhicule électrique va être beaucoup moins cher. Donc il y a beaucoup de domaines. Et les fonderies travaillent à 80% pour le moteur thermique aujourd'hui. Donc on n'a pas. Donc là, c'est. Alors après, sur le carbone vivant, là, je suis d'accord avec toi. Sur le carbone vivant, en fait, si on veut une définition un peu de l'agroécologie, la bonne définition, c'est pas intensif, extensif à l'hectare. Non, l'agroécologie, fondamentalement, ça consiste à utiliser les différentes composantes du capital naturel en jouant sur les synergies positives et en retrouvant des cycles, des cycles positifs. Quoi. Il y a un mot pour dire ça que je ne trouve pas. Voilà, non, mais il y a un autre mot, c'est des symbioses. Voilà, des symbioses, des synergies positives. Bon, c'est ça. Alors après, on peut le décliner de multiples façons. Bon, il faut le faire généralement de façon intensive, à l'hectare. Et généralement, il faut plus de travail. Et, attention, il faut plus de travail d'exécution, mais aussi plus de travail technique, parce que c'est beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus technique. Hein, souvent, on a une représentation absolument invraisemblable hein, de l'agroécologie. Tu fais pousser des boutons sur le plateau du Larzac et tu les regardes et ça va marcher tout seul. Non, pas du tout. Hein. L'agroécologie requiert beaucoup plus de recherche scientifique au niveau de la recherche de base, et l'INRAE a vraiment entamé un programme de modification de ces recherches qui est remarquable, hein, mais il va falloir 10 ans avant que ça imprègne le réseau des conseillers agricoles, hein, parce que moi je vois ça sur le terrain, c'est que les conseillers agricoles, ils sont encore formatés à la recherche qu'on faisait de l'INRAE il y a 10-15 ans. Quoi. Et donc moi j'ai plein de gens qui font des agriculteurs qui se lancent dans l'agroécologie, qui me disent, moi il faut que je bypasse le réseau des conseillers dans les chambres d'agriculture, parce qu'ils ne sont pas au courant. Quoi. Bon. Et puis, je pense que dans un pays comme la France, la principale difficulté, ça va être effectivement l'intensification en main-d'œuvre. Mais, car il y a un mais positif, surtout pour la jeune génération, quand tu regardes aujourd'hui, quels sont les systèmes agricoles qui attirent les jeunes ? Et c'est un désastre, l'agriculture conventionnelle. Il n'y a plus un seul fils d'agriculteur qui veut recommencer comme le font les parents, pour les raisons que tu as décrites. Donc, en même temps que l'agroécologie va poser un problème de disponibilité de main-d'œuvre pour des boulots qui ne sont pas. Parce qu'il y a des boulots très passionnants intellectuellement qui vont consister à bien comprendre l'écosystème dans lequel tu es, les complémentarités et les synergies que tu peux obtenir, mais il y a des boulots beaucoup plus chiants hein, qui vont consister à les désherber. Crois-moi, c'est bon. Alors, hein, mais ce qui est impressionnant, c'est que aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle, on voit bien qu'il y a dans le mouvement de colère des agriculteurs une espèce d'acceptation implicite qu'il faut changer, mais même si ce n'est pas dit comme ça. Bon. Et ce qui attire effectivement les installations aujourd'hui, ce n'est pas le système conventionnel, c'est les systèmes agroécologiques. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ce qu'il faudra voir après, et là je ne me rends pas très bien compte, c'est dans 10 ans, les jeunes qui s'installent aujourd'hui en système alternatif, où est-ce qu'ils en seront hein? Bon, je ne sais pas. Moi, je connais surtout des jeunes aussi qui s'installent, mais je connais surtout des gens qui ont fait la mutation. Et c'est marrant parce qu'en général, ils te disent il faut que j'attende encore 5 ou 6 ans pour savoir vraiment comment ma terre va réagir. Moi, je connais bien un type là, qui a fait la transition d'un système qui est du côté de La Rochelle. Il a une exploitation de 125 hectares. Il a mis 20% de sa terre en jachère. Alors lui, c'est même pas là bon. Parce qu'il dit de toute façon, avec les vents, etc., c'est pas possible. Donc il a pas pris les conseils à la Chambre d'agriculture. Il m'a dit
il va falloir encore que j'attende 3 ans pour faire mon analyse de sol, savoir combien j'ai gagné de matière organique, et je ne sais pas. Et quand tu interroges le président du Muséum national d'histoire naturelle, il te dit, le problème, c'est qu'en réalité, chaque fois qu'on fait un choc sur un système naturel, on ne sait jamais vraiment très bien comment ça va réagir. Tu sais ça mieux que moi. Hein, donc c'est ça aussi l'incroyable défi du vivant, hein, c'est qu'on rentre dans un truc, c'est plus un truc d'ingénieur, hein, où on règle les boulons, hein, et puis comme l'usine que tu as fait visiter à tes étudiants, hein, tu as des petits cadrans partout, tu peux pas gérer le vivant comme ça, hein, ça marche pas comme ça, quoi. C'est pas comme une usine. Moi, je voudrais juste confirmer 2-3 points qui viennent d'être dits, et c'est juste. L'agroécologie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est loin d'être une agriculture de rêve, de rêveur. Hein. C'est extrêmement complexe, extrêmement scientifique. Et il se trouve que la science est en retard. Mais elle est en retard, c'est pas par hasard, puisqu'elle n'a pas voulu s'investir là-dedans. Elle n'a pas voulu s'investir là-dedans parce qu'on était omnibilé par autre chose. Je prends l'exemple de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, elle a existé. C'est des associations qui ont établi les cahiers de charges de l'agriculture biologique. Il y en avait à un moment donné en France 14, je crois. Avant que l'Union européenne dise quand même il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Je crois que le cahier des charges le plus important, c'était l'association Nature et Progrès, qui l'avait fait à l'époque. Et la Commission européenne, donc ils ont établi un cahier des charges qui est devenu le cahier des charges européen en 1990. Mais je peux vous dire que tous les agriculteurs qui pratiquaient l'agriculture biologique avant sous le mode associatif, ils ne trouvaient pas un conseiller agricole dans une chambre d'agriculture. Donc le conseil agricole n'existait pas. La recherche scientifique là-dessus n'existait pas, et on est aujourd'hui à peu près dans le même état pour l'agroécologie. Maintenant, il y a des programmes, notamment financés par Horizon 2020, donc les programmes européens. L'INRAE s'est lancé là-dedans, le CIRAD s'est lancé. Le CIRAD, actuellement, il fait à marche forcée hein, sur l'agroécologie. On participe un peu à un certain nombre de travaux. Mais là aussi, vous voyez, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être aveugle. C'est-à-dire on a été aveuglé par par les 30 Glorieuses, par un modèle de développement que l'on pensait qui était basé sur des ressources illimitées. Et maintenant, on est confronté à un certain nombre de limites. Mais pour l'agriculture, c'est quand même, à mon sens, extrêmement grave, parce qu'il s'agit quand même de notre nourriture. On est des êtres humains, on est des êtres biologiques, on a besoin de manger et de boire. Et c'est quand même quelque chose qui devrait être régi autrement que par les règles du marché. Donc, quelle est la formule pour garantir l'intérêt général d'une nourriture accessible en qualité, en quantité, par tous et partout? Quelle est la formule que l'on va trouver qui est réglée par autre chose que essentiellement par les règles du marché? Voilà, c'est une des questions qui se posent. Et donc, ce n'est pas étonnant que ça pose des problèmes, parce que c'est tout un monde qui va nous falloir réformer. Je peux vous encourager à lire un bouquin écrit par Marc Dufumier qui s'appelle « La transition agroécologique, qu'est-ce qu'on attend ?» C'est un petit bouquin pas très épais, facile à lire. Il y a un certain nombre de définitions. Et surtout, Marc fait quelque chose que j'aime bien, moi, dans la vie. Il est un des adeptes du BVIR. Je ne sais pas si vous connaissez le BVIR. C'est le Bureau de vérification des idées reçues. En économie comme en agriculture, on a beaucoup d'idées reçues. Et c'est bien de temps en temps de les ventiler un peu. Et autre petit bouquin qu'on a fait avec le comité scientifique français désertification, qui est hébergé par Agropolis International. Il se trouve qu'en France, on a réuni un comité de scientifiques qui travaille sur les questions de désertification, et on vient de publier aux éditions Quae « Désertification et changement climatique, même combat, point d'interrogation ». Donc ça, je dirais, ça pose un certain nombre de bases de compréhension. Voilà, je voulais mentionner ça.
Un grand merci, Patrice. Bon, j'en rajoute un troisième, évidemment, c'est celui de Christian de Pertuis chez Gallimard, un carbone fossile, carbone vivant. Je crois qu'on a épuisé le temps et les questions. Un grand merci à tous les deux pour ces échanges passionnants. Donc, merci à vous.